Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce live orientation. Donc, nous sommes en direct de l'ISEG de Lille, donc dans les locaux de ce bel amphi qui se trouve pas très loin justement de la place du théâtre. Alors, on va parler métier, on va parler formation et on va également essayer d'explorer justement la communication, comment se situe la communication à l'aide d'un baromètre. Et pour vous en parler, donc j'accueille Arnaud Delannoy, qui est vice-président de Place de la Com et qui est également consultant et fondateur d'une agence de communication, Signe et Sens. Bonjour Arnaud. Bonjour Khadija. Alors, merci de nous rejoindre donc, dans ce live. Alors, depuis quelques années, vous lancez un baromètre qui est très consulté dans la région et qui vient en fait un peu comme une photographie présenter justement quels sont les tenants, les aboutissants et surtout présenter une cartographie justement de la communication, du marketing, du digital dans les Hauts-de-France. Tout à fait, c'est l'Observatoire de la communication qui est donc en effet une étude qu'on mène tous les 2 ans au sein du réseau Place de la communication. Donc c'est la 3e édition cette année? C'est la 3e édition cette année, on en fait un tous les 2 ans. D'accord. Alors, si on pouvait peut-être un peu revenir sur la genèse, expliquer qui a initié, qui a impulsé cet observatoire, qui, je le rappelle, est consulté, parce que c'est vraiment une photographie, un baromètre, un instant T sur l'évolution des métiers et également un focus aussi sur les formations, puisque, je vous le rappelle, on est dans un établissement. L'idée aussi, c'est de parler des différentes formations, peut-être susciter des vocations aux internautes qui sont peut-être encore un peu hésitants pour l'expliquer un peu, voilà, les différentes filières possibles d'étudier au niveau de la région. Alors l'Observatoire, en fait, c'est Place de la communication. Au sein de Place de la communication, on a souhaité lancer cet outil, qui est un vrai outil, hein, en effet. L'idée, c'est quoi? On regroupe 450 professionnels de la communication, du marketing sur le territoire, annonceurs, agences, freelance également, indépendants. Donc, on dit toujours, on est le premier réseau des Hauts-de-France dans nos métiers, dans nos filières, le premier réseau au nord de Paris, mais il nous manquait quelque chose pour vraiment porter le message auprès des décideurs, auprès des écoles, auprès des talents, des futurs talents, pour faire de la pédagogie sur ce que sont nos métiers et aussi surtout mesurer les évolutions tous les 2 ans de ce qui se passe dans nos métiers, les filières communication et marketing, ça bouge beaucoup. Et pour nous, c'était aussi une manière de valoriser nos métiers auprès des instances dirigeantes du territoire, au niveau de la région, au niveau des entreprises, etc., pour justement se dire, voilà, notre secteur est un secteur important, voilà ce qui s'y passe, et tous les 2 ans, on va vous donner un outil qui vous permet de mesurer le poids socio-économique, mais aussi toutes les tendances de nos filières. Alors, avant de dévoiler ce baromètre justement à nos internautes, est-ce qu'on peut dire qu'on a un écosystème qui est assez intéressant, assez riche peut-être? Vous avez parlé de plus de 400 membres de l'association Place de la communication. Alors, encore une fois, voilà, est-ce qu'on est vraiment très bien lotis dans les Hauts-de-France? Est-ce qu'on a la chance, voilà, d'avoir un écosystème qui est assez, encore une fois, varié, riche? Alors, on a un écosystème très varié. On a un passé industriel, de la grande distribution aussi, qui fait qu'on est quand même une région où la data a une importance, entre guillemets. Ceci dit, on est sur un territoire aussi où on a quand même beaucoup de formations. D'accord, on a quand même plus de 100 établissements qui proposent, dans le privé, dans le public, des formations en communication et marketing. On a, en tout, ça représente presque 300 diplômes différents en tout sur le territoire. Donc ça commence à faire beaucoup. Oui. Hein. Alors ça va évidemment du post-bac jusqu'aux études très supérieures. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un foisonnement d'offres. C'est un contexte aussi un peu concurrentiel. Il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent, il y a beaucoup de formations. Ça veut dire qu'il faut savoir faire les bons choix et être exigeant. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de formations et qu'elles soient toutes autant de qualité. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'on est quand même dans une région où les acteurs de la communication et les grandes entreprises sont quand même très concentrés sur l'île métropole. Donc, on est sur une région, en effet, où il y a beaucoup d'acteurs, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de diversité, mais aussi une surconcentration de tous les acteurs autour de la métropole lilloise. On a aussi des bassins comme Arras, Dunkerque, évidemment Amiens, hein, qui font partie de la région, qui ont aussi des pôles intéressants, mais on a quand même une surreprésentativité des acteurs sur l'île métropole. D'accord, une concentration finalement sur la métropole lilloise, autant des acteurs économiques que des acteurs aussi de la formation peut-être? Ça suit en général. Hein. Donc en effet, alors ceci dit, on a quand même des universités et des écoles qui se sont développées sur des territoires un peu excentrés, hein, Valenciennes, Dunkerque, Arras, Amiens. On a quand même des écoles spécialisées qui sont réparties.
Mais si on devait faire un focus, je dis ça sans trop me tromper, je pense qu'on a 80-90% de l'offre de formation qui sont concentrés sur Lille et Lille Grande Couronne, quoi. Très bien. Alors, vous allez nous parler de ce fameux observatoire, vous allez nous apprendre des choses. Alors, 2020, c'est une année qui est quand même particulière, on va le rappeler, effectivement, contexte sanitaire oblige. On va parler justement de l'impact de la Covid, et puis peut-être de définir un peu les grandes tendances. Donc, nous vous écoutons, cher Arnaud. Avant d'entrer dans le détail, je vous propose de découvrir en images, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à vos collègues d'IARTSUP. Ce sont deux étudiants d'IARTSUP qui nous ont accompagnés dans la réalisation d'un motion design pour valoriser les résultats de l'observatoire. Et donc, c'est ce motion design qui va nous servir un peu de fil rouge pendant toutes les présentations. Donc, on va le découvrir dans un tout petit instant en images. Merci. Alors, motion design, donc la technique arrive. Motion design, c'est quelque chose d'animé, c'est ça? Oui, c'est ça. L'Observatoire, c'est depuis 2016 l'enquête de référence des professions de la communication et du marketing en Hauts-de-France. Pour sa 3e édition, l'Observatoire de la communication et du marketing en Hauts-de-France a enregistré un nombre record de répondants, 573 participants, soit à nouveau une progression de 50%. Prestataires, agences, indépendants, communicants et marketeurs de structures publiques et privées, cette édition 2020 a permis de recueillir l'opinion de l'ensemble des professionnels du secteur. Marketing. Et vous le voyez, l'autre moitié, grosso modo, des annonceurs. C'est depuis 2016 l'enquête de référence des professions de la communication et du marketing en Hauts-de-France. Maintenant, l'Observatoire de la communication et du marketing en Hauts-de-France. Passer à la suite. On va découvrir tout de suite quelques chiffres. Je vous le disais, on a la moitié des répondants qui sont des annonceurs. Donc, c'est des grandes entreprises, des PME, mais également des collectivités publiques. La communication publique est très dynamique. Il y a beaucoup de belles aventures aussi professionnelles à vivre dans le secteur public aujourd'hui. Et la moitié, entre guillemets, 45% environ des répondants sont soit des agences, soit des freelances, sachant qu'on avait déjà observé en 2018 un boom, ce qu'on a appelé une freelancisation du secteur. Il y a de plus en plus d'indépendants qui se lancent dans notre secteur. Je vous propose de découvrir, maintenant d'entrer dans le vif du sujet sur les résultats. On peut passer à la suite avec un film là qui va nous montrer les objectifs et les moyens des acteurs. Pourquoi et comment les acteurs des Hauts-de-France communiquent-ils en 2020? La première question à se poser, c'est pas le comment, mais c'est bien le pourquoi. Sans grande surprise, se faire connaître et vendre constituent les deux grandes raisons majeures de communiquer. Le constat est partagé par les annonceurs et leurs prestataires. Ensuite, les visions divergent légèrement. Les annonceurs mettent l'accent sur la réputation, les communications internes, institutionnelles et d'influence. Les agences et freelances observent que l'amélioration de l'expérience client, la communication sociétale et la valorisation de la marque employeur sont prioritaires. La promotion des produits et des services. Tous ces objectifs étaient déjà au top des priorités en 2018. Voilà. Seule la communication sociale. Ce qui est important, c'est qu'on a remarqué que les indicateurs tous ces indicateurs-là étaient à peu près sur la même tendance que l'année dernière en termes d'objectifs. Mais il y a un indicateur qui a bien augmenté, si on peut le remettre cette année, c'est l'indicateur RSE, développement durable, enregistre une franche progression. Bondi de 30%. On sent que la RSE et de moyens budget, moins de groupes, le constat déjà observé entre qui émerge et qui grandit fort dans les priorités des entreprises. On a aussi demandé aux acteurs quels étaient leurs moyens et leur budget. Alors, on l'avait déjà observé. Voilà. Donc là, on a une slide qui résume, on peut rester là-dessus, les grands objectifs de communication et de marketing exprimés par les répondants. Vous voyez qu'après la notoriété et la promotion des produits et services, on retrouve côté annonceur la réputation, l'information et l'engagement en interne. Ça, alors, c'est une thématique hyper importante. On a tendance à la sous-évaluer ou à la sous-doter dans les organisations. Très bien. Arnaud, qu'est-ce que vous entendez par justement engagement en interne? Alors, en fait, c'est tout ce qui va servir à la communication interne. Donc, la communication interne, son rôle, c'est vraiment informer les salariés sur le projet de l'entreprise, ce qui s'y passe. C'est aussi faire en sorte que les salariés se sentent bien dans l'entreprise, participent au projet d'entreprise et soient bien informés pour bien travailler quelque part. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'engagement des collaborateurs, des salariés. Voilà, donc la communication interne, c'est aussi un volet très important dans nos métiers. Alors, on va le rappeler à nos internautes, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez des précisions sur cette présentation, n'hésitez pas, on va interagir avec vous, donc postez vos questions dans la partie commentaires
est question de ce webinaire. Très bien. On voit ensuite que pour les annonceurs, on a un deuxième indicateur, enfin un autre indicateur important, c'est les relations institutionnelles et l'influence. La communication, c'est pas juste diffuser des messages, c'est aussi faire en sorte de créer des liens avec des décideurs politiques, des réseaux économiques, avec ses fournisseurs, avec les écoles, hein, comme aujourd'hui. Pour une entreprise, c'est important, pour des décideurs, c'est important d'être connecté aux écoles. Et donc, les relations institutionnelles et ce qu'on appelle aussi la stratégie d'influence, comment moi, mon entreprise, elle va être influente sur son territoire, comment je vais compter, comment on va penser à moi, etc. Donc ça, la communication a aussi un rôle très important à jouer. Et on voit que, évidemment, pour les prestataires, donc, dans lesquels on retrouve les agences et les freelances en orange, les relations et l'expérience avec le client arrivent en troisième position, ce qui est assez logique. Hein, mais on parle de plus en plus d'expérience client. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, la communication responsable, vous voyez, qui n'est pas dans les premiers cités, mais qui a fait un bond de 30%, que ce soit pour les entreprises ou les collectivités, mais aussi pour les agences. C'est devenu un sujet important, la RSE, c'est donc la communication responsable. Ça veut dire qu'il y a quelques années, quelques décennies, ce n'était pas du tout une priorité et qu'il y a... Ça a émergé, on parlait beaucoup de greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'on dit qu'on sauve la planète, on dit qu'on protège la planète, on dit qu'on a des conditions de travail pour nos collaborateurs qui sont parfaites, etc. Mais on a eu une tendance, il y a 5-10 ans, à avoir vraiment une explosion de cette communication-là, mais pas vraiment alignée avec les faits. Aujourd'hui, l'opinion, le public qui voit de plus en plus tout ce qui se passe, c'est de plus en plus transparent pour tout le monde de savoir ce qui se passe dans une entreprise, comment elle se comporte avec ses clients, quelle est la qualité et le respect de l'environnement de ses produits. On a quelques coms de crise, hein, on ne va pas les citer évidemment, mais qui peuvent générer si l'entreprise dit qu'elle fait du bien à la planète ou à l'humanité, alors qu'en fait ces pratiques sont inverses. Nos métiers, communication et marketing, sont importants pour valoriser les engagements de l'entreprise auprès de son écosystème. Alors, les moyens privilégiés par les annonceurs, on vient de parler des objectifs, maintenant c'est quels moyens je vais mobiliser, quels outils je vais utiliser pour atteindre ces objectifs. Alors, sans grande surprise, les réseaux sociaux sont devenus incontournables aujourd'hui, le premier canal pour communiquer et atteindre tous les objectifs qu'on a vus avant. On fera un petit focus après sur ces réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant. Les supports internes, donc ça, alors là on est en train de voir les supports qui sont online. Hein, donc les supports online, ça veut dire les supports en ligne, contrairement aux supports print. Les supports print, c'est les éditions papier, les affiches qu'on va afficher dans la rue pour faire des campagnes, etc. Là, on fait ce focus vraiment sur les supports online, c'est important. Je précise aussi que tous ces résultats détaillés, vous pouvez les retrouver en ligne, on vous donnera un lien tout à l'heure. Hein, c'est pour ça qu'on va un petit peu vite. Donc les supports internes, donc on a aussi en interne des intranets, ce qu'on appelle les intranets, des interfaces web qui permettent de rester informé et de participer à la vie de l'entreprise. Les technologies un peu plus marketing maintenant, les techniques un peu plus marketing, on a l'emailing, SMS, le SMS marketing, toutes les techniques d'envoi personnalisé d'informations pour déclencher de la vente, déclencher de la notoriété de marque, etc. C'est très, très utilisé. Alors, les supports, excusez-moi, le deuxième après réseaux sociaux, c'était en fait support externe et pas interne. Donc, les supports externes et les réseaux sociaux en premier. On retrouve les supports internes dont je parlais tout à l'heure en 4e position. Un élément qui a fortement augmenté ces dernières années, c'est le SEO, ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est comment je vais arriver, moi, dans les premières lignes des moteurs de recherche, si on recherche un produit comme le mien, si on recherche ma marque, ou si on recherche mes services. Voilà, comment je vais être bien traité par les moteurs, les algorithmes de Google pour arriver dans les premières lignes. On dit souvent le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la 2e page de Google. Il n'y a jamais personne qui y va. Donc, le SEO, c'est vraiment hyper important. Enfin, la publicité digitale, le CRM, les data marketing, la data évidemment, et le ciblage publicitaire qui font vraiment, qui se développent énormément ces dernières années. Voilà, on va passer à la suite. Je vous ai parlé des réseaux sociaux. Eh bien, on a vécu une année de transition entre les résultats de 2018 et aujourd'hui. Facebook était en première position il y a encore 2 ans en tant que réseau grand public, hein, évidemment. On sait qu'il y a plus de la moitié de la planète qui est sur Facebook. Eh bien, pour le répondant des Hauts-de-France, hein, on est bien sur une enquête menée auprès des professionnels des Hauts-de-France cette année, LinkedIn est passé devant Facebook en
termes en tout cas du côté annonceur, mais vous voyez quasiment égalité côté prestataire, agence. Ça veut dire aussi que LinkedIn, ça devient un support hyper stratégique pour plusieurs raisons. LinkedIn, c'est le réseau social business to business, B2B, où les entreprises vont valoriser, aller chercher des contacts, des prospects entreprises. C'est aussi un réseau qui est très utilisé avec une tendance forte, c'est la marque employeur. Comment moi, entreprise, je vais valoriser ma marque, comment je vais dire, tiens, voici nos valeurs, voici mes missions, pour attirer des talents, pour recruter. Dans les politiques de recrutement, on utilise beaucoup LinkedIn et ça se fait de plus en plus. Il y a quelques années, il y avait Viadeo. Alors, c'est-à-dire que Viadeo est complètement alors oui, aux j'ai encore abonnés entendu absents. ça dans une école parce que j'ai donné quelques interventions ces dernières années. J'ai encore entendu dans une école, il n'y a pas très longtemps, je ne la citerai pas, quelqu'un qui me disait « Ah, mais notre prof nous a dit surtout d'avoir un profil Viadeo, etc. » Voilà, si vous avez eu ce même type de message, abandonnez. Hein, Viadeo, c'est fini. Viadeo, c'est ni plus ni moins qu'une énorme banque de CV en ligne qui aujourd'hui regroupe principalement des gens de ma génération et avant. Voilà, donc je ne suis pas tout jeune, je ne suis pas non plus, mais bon, aujourd'hui, vraiment, ce qui se passe, ça va être sur LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux émergents qu'on n'a pas cités, mais Viadeo, honnêtement, laissez tomber. Et on peut avoir un compte gratuit, c'est ça, avec moins de fonctions, Ah moins oui, de fonctionnalités, mais c'est possible. LinkedIn, l'important, c'est de travailler son profil, d'être visible en ligne pour des personnes qui sont en études ou qui veulent faire des études dans le domaine de la communication et du marketing. C'est particulièrement important aujourd'hui d'être présent sur LinkedIn, mais d'être bien présent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre sa photo, d'entrer 2-3 lignes et puis d'attendre que les choses se passent. Un réseau social, par nature, c'est quelque chose, le mot social veut dire quelque chose qui est fait pour interagir, publier du contenu, pour commenter, aller dans des communautés d'intérêt. Hein. Moi, par exemple, dans mon métier, je vais dans le management, je vais dans le marketing, il y a des groupes comme ça qui existent. Alors, c'est important pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas LinkedIn, faites-vous accompagner, demandez quelques conseils, mais en tout cas, si vous êtes déjà étudiant en com et marketing, si vous n'y êtes pas encore, allez-y. Et je fais souvent un sondage. Quand je suis devant des étudiants, je leur demande qui dans la classe a un compte LinkedIn. Alors, très fièrement, j'ai une moitié, voire les 2/3 des élèves qui lèvent fièrement le doigt. Mais après, quand je leur dis qui a un compte actif sur LinkedIn, et là, ils me regardent, ils disent qu'est-ce que c'est un compte actif? Je dis c'est un compte où on va au moins 3 ou 4 fois par semaine partager une information, commenter, aller visiter une communauté, aller lire des articles, interagir. Donc vraiment être dans l'interaction, être actif. Et là, on a les 3/4 des doigts qui se baissent. Donc, sur LinkedIn, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment y passer du temps et interagir. Donc, le message est passé pour nos jeunes internautes. Il n'y a pas que LinkedIn, attention. Alors, émergence, vous voyez, de Twitter. Enfin, Twitter est plus utilisé aujourd'hui par les annonceurs. C'est un peu le média de l'actualité, Twitter, de la spontanéité. Très bien, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a un hashtag en bas de l'écran. Vous pouvez tout à fait partager votre séquence en ce moment avec le hashtag com HDF 2020, citer Place de la Com, etc. C'est typiquement le type de média qui est utilisé pour partager de l'actualité ou pour partager des événements comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Partager actuellement. Donc, c'est un média très important, mais on voit, vous voyez, que les agences, les prestataires sont un peu en décalage là-dessus. Ils ne sont pas encore mûrs. Ils ne considèrent pas que c'est autant stratégique, par exemple, que Instagram. Instagram, c'est un média social qui était quasiment pas cité il y a 2-3 ans et qui a vraiment explosé en 3 ans. Là, il est passé, vous voyez, il est utilisé et proposé par la moitié des répondants. D'accord ? Et ce qu'on a, je finirai là-dessus sur cette slide-là, on a YouTube, en tout cas les plateformes vidéo qui ont explosé en termes d'utilisateurs. Depuis 2 ans, on a une multiplication par 3 des plateformes vidéo. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, tout simplement, le format vidéo, c'est devenu un format incontournable pour générer de l'engagement. Combien d'entre vous ne passent pas, allez, au moins 5 à 10 minutes par jour à regarder des vidéos sur Facebook, à consulter une chaîne YouTube de son influenceur préféré, ou à, même si on ne veut pas, à être mis devant des vidéos dans son flux de parcours sur Internet. Et les marques aujourd'hui ont des stratégies avec de l'engagement vidéo très très pointues, très bien faites, et ça nourrit beaucoup le storytelling. Ce qu'on appelle le storytelling, c'est comment moi, une marque, je vais raconter mon histoire.
La vidéo explose et donc évidemment l'utilisation des plateformes comme YouTube explose également. Donc ça veut dire aussi que peut-être les jeunes internautes, les jeunes étudiants doivent aussi se former peut-être au montage vidéo, à la communication, au contenu, au format. Ça va devenir quelque chose d'incontournable. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir un expert. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on doit avoir une vision stratégique. Hein, c'est-à-dire on doit comprendre comment ça fonctionne, on doit comprendre pourquoi l'utiliser. Et ça ne sert à rien de l'utiliser si dans la stratégie, ça n'a pas de sens. Pour qui? Pour faire passer quel type de message et pour toucher qui, finalement. Mais c'est important d'avoir conscience de ça, de s'intéresser à ça, c'est incontournable. Après, devenir un expert du montage, c'est un choix. On va prendre quelques autres résultats maintenant. Comment les annonceurs et prestataires collaborent-ils en 2020? Les donneurs d'ordre. Lorsqu'il s'agit d'identifier les bons partenaires, rien ne vaut le réseau. Pour trouver leurs prestataires, les annonceurs font en effet confiance au bouche à oreille et au club professionnel. Internet, bien sûr, est aussi devenu incontournable pour faire sa sélection. Les réseaux sociaux, pardon, mais on a le bouche à oreille aujourd'hui qui est le principal levier pour trouver un annonceur, un prestataire. Voilà. Je suis une entreprise, je cherche une agence web pour développer mon site web. Eh bien, j'ai 74% envoyé des annonceurs qui disent, moi, pour trouver mes prestataires, pour trouver mon agence ou mon freelance, hein, qui va me faire du graphisme ou mon photographe, par exemple, eh bien, le bouche à oreille va, entre gens d'entreprise, entre communicants, hein, un DIRCOM ou un directeur marketing d'une entreprise va dire à un autre DIRCOM, j'ai un super photographe, une super agence, ou est-ce que tu connais, tiens, une bonne agence? Vous voyez, ça fonctionne quand même pour 74%, les 3/4 des répondants. Les agences le confirment à 86%. Elles disent qu'on vient les chercher. Moi, mes clients viennent me chercher grâce au bouche à oreille, grâce à la réputation. Ensuite, on retrouve des choses plus classiques, Internet, le site, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, et on retrouve le référencement pour les annonceurs à 37% quand même. Donc, on est vraiment sur du réseau finalement. C'est vraiment le réseau, et dans nos métiers, le bouche à oreille, c'est le premier média. On retrouve quelques médias plus classiques, hein, les salons, faire de la veille, voilà. Voilà, donc on voit bien que la prospection commerciale des agences, elle se fait un peu moins sur les réseaux sociaux que par les annonceurs. Alors là, on va aussi faire un petit freeze sur cet écran. Ensuite, on a dit, voilà, on vient d'expliquer comment il se trouve. Je suis entré en contact avec une agence, avec un prestataire, je vais lui passer une commande ou je vais lui envoyer un cahier des charges et je vais en consulter plusieurs. En général, c'est comme ça que ça se passe. On ne choisit pas, sauf si on a des relations historiques de confiance avec le même prestataire, avec la même agence, mais sur des gros marchés, sur des nouveaux projets, en général, on va lancer de nouvelles consultations. Et donc, qu'est-ce qui va être décisif dans le choix? J'ai reçu des propositions. Eh bien, ce qui était intéressant, c'est que, vous voyez, en 2016, les annonceurs nous disaient, nous, on choisit d'abord pour la compréhension du sujet. Le prestataire nous a fait un dossier, une réponse, une proposition avec une bonne compréhension du sujet et il fait preuve de réactivité. Ça, ce sont les deux critères les plus importants pour nous. À l'époque, les agences en face nous disaient, non, non, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on est choisi. Messieurs, dames, les annonceurs, vous nous choisissez d'abord sur le prix. Vous cherchez les budgets les moins importants, parfois peut-être même au détriment de la qualité. Vous voyez, on peut refaire un petit clic parce qu'on va voir comment ça a évolué. Alors, en 2018, on a à peu près la même tendance, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir en 2020 ce qui s'est passé. On peut encore cliquer. Voilà. Hop. Voilà. Ce qui se passe là, c'est que depuis 2016, en tout cas depuis 2018, parce qu'on avait eu les mêmes résultats en 2018, d'un côté des agences qui disent, nous, on est choisi d'abord si nos propositions sont pas chères, et les annonceurs qui disaient, non, non, nous, on choisit nos prestataires sur la qualité de leurs propositions, sur leur réactivité. Eh bien, la réactivité, ça reste un enjeu, un critère, vous voyez, très important. En fait, cette année, les étoiles s'alignent. Les annonceurs et les agences disent grosso modo la même chose. Et ça, c'est une grande victoire pour nous parce qu'on essaie d'alimenter le dialogue entre les annonceurs et les agences en disant mettez-vous d'accord sur ce qui est important pour décider de travailler ensemble. D'accord? Eh bien, la réactivité, citée en premier, elle était déjà très bien placée les années précédentes. Mais là, les agences, cette année, nous disent aussi, comme les annonceurs, oui, on est d'abord choisi sur la compréhension du sujet, notre capacité à avoir réexpliquer le problème de manière stratégique et rassurer le client sur le fait qu'on a bien compris et qu'on va apporter une vraie valeur. La relation
La créativité arrive en 3e position, on voit en bleu pour les annonceurs. Donc la créativité, elle est un peu sous-estimée par les agences. Vous voyez, donc, on est en recherche de créativité aujourd'hui. C'est difficile pour des marques de se distinguer, d'être différent sur les réseaux sociaux, en publicité ou en image de marque tout simplement, d'être différent de ses concurrents. À moins d'avoir une notoriété déjà très installée comme les très grandes marques qui ont déjà pignon sur rue et qui sont quelque part, on voit un morceau d'une pub, on devine tout de suite de qui il s'agit. Mais aujourd'hui, la créativité, elle est très importante parce que sortir du lot, c'est très compliqué. En plus, il y a de plus en plus de contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi en publicité. C'est très réglementé. Donc là, les communicants, les marketeurs ont une vraie valeur ajoutée et les agences notamment, pour apporter de la créativité et des stratégies de marque, des campagnes qui marquent le coup. Et c'est celles dont on parle le plus en général. C'est celles qui vont le plus nous attirer et on est de plus en plus abreuvé de publicité. Donc, c'est difficile de sortir du lot dans un flot de publicité. Donc, il faut se démarquer, il faut faire du buzz. Et puis, alors, faire le buzz, c'est bien. Maintenant, il faut que ça ait du sens, évidemment. Mais un buzz positif, oui, c'est toujours bien. Après, c'est à double tranchant. Parfois, des marques veulent, pour faire le buzz, faire de l'humour. Elles le font très, très mal. Et ça peut se transformer en bad buzz. Ou veulent être provocantes, ou rebondir sur un fait d'actualité, ce qu'on appelle le newsjacking. Tiens, il se passe quelque chose d'important, mais qui n'a rien à voir avec mon activité, je vais développer un message en cohérence avec ça, et pour faire le buzz et pour rebondir un peu sur cette actualité. Eh bien, les marques, on l'a vu pendant la crise, qui ont essayé de se raccrocher un petit peu à ce sujet qui était populaire, malheureusement, parce que les gens recherchaient beaucoup ça et voilà, cherchaient des informations. Eh bien, il y a des marques qui se sont un peu cassées les dents en essayant de surfer. Je pense à McDonald's qui a symboliquement séparé les deux arches de son M pour dire on respecte la distanciation sociale. Je vous parlais de l'importance de l'interne tout à l'heure, des collaborateurs. Eh bien, l'opinion publique a rappelé McDonald's à sa responsabilité en disant avant de surfer sur un sujet de santé, occupez-vous bien de vos collaborateurs parce que vous n'êtes pas réputé pour bien vous occuper d'eux et en ce moment, ils ne sont toujours pas confinés, vous les obligez à travailler. Vous voyez ? Ça retourne un peu contre finalement. C'est à double tranchant. Voilà, c'est vraiment la créativité, c'est un vrai talent. C'est un vrai talent. Ensuite, on va passer. Alors, on a des commentaires. Alors, je vais poursuivre pendant que la slide se termine. Les prix sont arrivés en dernier, vous voyez, quasiment en dernier, alors qu'ils avaient été annoncés en premier. Alors, là, on peut s'arrêter aussi sur cette slide. Vous voyez, on a demandé aussi, alors ça, c'est un message que je passe à tout le monde, en tout cas les étudiants qui nous écoutent, c'est hyper important. Comment on mesure les résultats? Faire des actions, mener des campagnes, des belles campagnes, c'est bien. Être présent sur les réseaux sociaux, publier, faire appel à des campagnes d'influenceurs ou faire du street marketing, des opérations de street marketing, etc. C'est très bien, mais ça ne sera bien que si vous ne pouvez en mesurer les résultats. C'est pareil pour les relations presse. Organiser une conférence de presse, c'est bien, mais ce qui va être un vrai indicateur de réussite, c'est combien de journalistes sont venus, combien ont repris l'information fidèlement, combien l'ont repris avec du volume, consacré une place importante à l'actualité, combien on a touché de bons médias bien cohérents avec notre positionnement. C'est ça, ce sont tous des indicateurs, j'en donne quelques exemples comme ça, qui font qu'aujourd'hui, encore une fois, en marketing, on a cette culture du chiffre et de la mesure. Évidemment, le marketing, c'est on mesure beaucoup, on fait beaucoup de statistiques sur l'évolution des ventes, on fait le lien plus fort avec le commercial. En communication, c'est encore des choses qui doivent avancer dans la culture. On a encore cet adage qui dit, on entend encore, moi j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultats. Mon métier, c'est pas de vendre. On ne peut plus entendre ça aujourd'hui. Qu'on fasse de la communication institutionnelle, RSE, etc. On nourrit une image de marque, on investit des budgets, on doit savoir mesurer en partie un retour sur investissement, ou en tout cas mesurer les effets d'une campagne de communication. Ça ne sert à rien de dépenser des millions d'euros pour une campagne sur YouTube si on n'est pas capable de dire demain, au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, combien ça a généré de flux sur mon site internet? Est-ce que ça a fait évoluer mon image de marque? Oui, comment? Je le mesure. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tous les outils digitaux, on peut tout mesurer quasiment. Donc, on va voir comment ça a évolué entre 2018 et aujourd'hui. Vous voyez, on avait encore aujourd'hui
il y a 2 ans, enfin, en 2016, pardon. En 2016, on peut arrêter sur cette image-là. Oui. En 2016, on avait un critère important qui nous disait, les communicants nous disaient, bah, pour mesurer les résultats, alors c'était pas la majorité, mais quand même presque un tiers nous disait, et qu'ils soient agents, soit annonceurs, nous disait, bah, un indicateur de réussite, c'est la satisfaction des dirigeants. Voilà, on a une belle campagne, le patron de l'entreprise de mon client est content, ou mon patron est content. Voilà. C'est tout sauf un indicateur, ça. Ça, c'est juste un indicateur de j'ai fait plaisir à mon client, ok, ou j'ai fait plaisir à mon patron. Mais c'est pas un indicateur ni commercial, ni de notoriété. Un vrai indicateur, c'est ce qu'on appelle les KPIs, les Key Performance Indicators, hein, les fameux, les métriques. Ça va être en quoi ma campagne elle a généré des visites en plus sur mon site, en quoi ça a généré ce qu'on appelle du lead. Du lead, c'est j'ai récupéré des fichiers clients qualifiés que je vais pouvoir ensuite, qui vont entrer dans mon fichier client, dans mon CRM, que je vais pouvoir réactiver pour essayer de les convertir, les amener vers mon produit, vers ma marque, pour consommer. C'est ça les vrais indicateurs aujourd'hui, et on a encore du chemin à parcourir. On voit que aujourd'hui, les analytics, ce qu'on appelle les analytics, c'est les indicateurs des réseaux sociaux, sur le web, etc., sont très utilisés, alors plus par les annonceurs, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, à 43% par les agences de communication. On retrouve ensuite les indicateurs classiques, les retombées de presse, la radio, la télé. Évidemment, ça, on a des parts d'audience, on sait ce qu'on a touché, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire le lien entre ces indicateurs-là et les ventes ou l'image de marque. Il faut mettre en place des outils pour mesurer le lien entre tout ça. Sinon, au final, savoir que j'ai touché 5 millions de personnes grâce à mon buzz sur YouTube ou sur Insta, etc. Oui, mais ça m'a rapporté quoi en vente? Est-ce que les gens sont venus acheter mon produit? Est-ce que finalement, les gens sont venus en masse, mais est-ce que ça a dégagé une bonne image? Parce que parfois, on l'a dit, un bad buzz, un buzz peut être bon ou mauvais. On peut avoir une forte notoriété, c'est-à-dire être vu par plein de personnes, mais avoir une très mauvaise réputation. Donald Trump, dans les élections, a eu une très forte notoriété. Je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes de réputation. Voilà. C'est pas parce qu'on a une grosse notoriété, une grosse audience qu'on a une bonne réputation. Voilà. Quels sont les indicateurs et en quoi ça influence positivement ou négativement mon image de marque, les ventes, l'activité commerciale, etc. Ma réputation. La satisfaction des dirigeants, elle est toujours, vous voyez, assez importante en 2020, hein, malgré tout, mais elle était beaucoup plus haut il y a 4 ans. Les retombées commerciales, vous voyez, sont encore très peu le vrai ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est seulement un tiers, j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est encore compliqué pour les acteurs de se connecter à des vrais indicateurs commerciaux. Voilà. On va passer à la suite. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça, on peut passer. Le bouche à oreille est le premier média pour se trouver. Comment on se choisit, je l'ai commenté également. Voilà. Et on va parler maintenant de sujets importants. On va sortir un peu du métier. On va parler de l'emploi et du recrutement dans nos filières. Emploi, formation, compétences, c'est le focus de cette édition 2020 de l'Observatoire. Les projets de recrutement sont en net recul en 2020, en particulier chez les annonceurs. Toujours une thématique qui est mise le à marché de l'emploi reste plus porteur, avec près d'un acteur sur 3 qui projette de recruter. Net recul, les projets de recrutement. Peut-on encore se passer des réseaux sociaux pour recruter? Non, répond-on. Tassement aussi de l'activité économique. La crise est passée par là. Et on voit aujourd'hui, là on peut s'arrêter. C'est très bien. Alors, en 2018, vous voyez, les principaux canaux de recrutement qui étaient utilisés sont principalement digitaux. Les réseaux sociaux en premier, professionnels, coucou LinkedIn. L'espace carrière de toutes les entreprises. Enfin, en deuxième, on avait en 2018, en deuxième, le réseau personnel, la cooptation. Il y a quasiment égalité. Le bouche à oreille aussi en recrutement, ça compte. Dans nos métiers, encore plus. Hein, on avait Michael Evrard de l'APEC qui était présent à la région, qui m'a présenté les résultats de cette année. Il nous a dit, oui, dans vos métiers, dans vos filières comme le marketing, le relationnel, le bouche à oreille, c'est un vecteur très important pour les recrutements. Donc, travaillez votre réseau. On va voir comment ça a augmenté maintenant en réactivant la vidéo en 2020. On voit que les réseaux sociaux ont encore augmenté. On peut arrêter peut-être la vidéo. Les réseaux sociaux ont augmenté. Le réseau personnel a un petit peu diminué et on voit qu'on a ce qu'on appelle des sites spécialisés
qui sont quasiment à égalité avec les espaces carrières. C'est quoi? C'est sur les sites des entreprises, ils ont un espace recrutement, ressources humaines. Hein. Donc, en général, si moi je suis intéressé par une société, je vais aller visiter son site. Je pourrais facilement trouver la politique RH, les annonces de recrutement, etc. Les sites spécialisés, c'est les pure players, hein, les régions job, les L4F, Les job boards. les job boards, etc. Donc, vraiment spécialisés là-dedans. Et enfin, donc quand même à égalité, toujours le réseau personnel, ce qu'on appelle la cooptation. C'est plus de la moitié finalement, la cooptation, ça reste… Oui, oui, complètement. Et on voit que les services publics comme Pôle emploi ou APEC sont toujours utilisés, certes, mais ils sont beaucoup moins utilisés. Dans une moindre mesure. Parce qu'avant, ils étaient quasiment les seuls canaux il y a encore 10-20 ans. C'était quasiment les seuls canaux qu'on utilisait avec les petites annonces, évidemment. Aujourd'hui, ils continuent de tourner ces acteurs-là, mais ils mettent en place des partenariats et ils diffusent des offres aussi par le biais de tous les autres canaux qu'on vient de voir. Donc, on peut poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme profil aujourd'hui en communication et marketing? On recherche plutôt des profils expérimentés. Quand je dis expérimentés, ça veut dire des gens qui ont au moins entre 2 ans, principalement, vous voyez, pour plus de la moitié des répondants. Alors, ce n'est pas du tout représentatif de la photo qu'on voit derrière. Hein. On a plutôt quelqu'un de presque senior, on va dire, je me mets dedans. Des gens qui ont entre 2 à 4 ans d'expérience, donc des gens qui sont plutôt jeunes, d'accord, mais qui ont quand même déjà un bagage, hein, qui ont déjà un bagage 2 à 4 ans. Ça peut aussi compter, l'alternance peut aussi compter là-dedans. Justement, ce que j'allais vous dire, ça peut être aussi un bon calcul de passer par une formation, de votre formation en alternance. Ah oui, l'apprentissage, c'est devenu une voie royale aujourd'hui, vraiment, pour avoir une belle expérience en parallèle de ses études et déjà mettre un pied dans l'entreprise avec un rythme quand même soutenu. Et on développe une culture, une maturité professionnelle beaucoup plus importante au travers d'un apprentissage, d'une alternance pendant 2 ans, par exemple, que pendant un stage. Hein. Même si les stages sont très enrichissants, si on les choisit bien, s'ils sont sur des longues périodes. Mais l'apprentissage, c'est vraiment une formule que je conseille, qui se développe énormément et pour lesquelles il y a beaucoup d'aide aussi aujourd'hui pour les entreprises. Donc, c'est plus facile. Avec la crise, l'État a débloqué des fonds qui permettent d'avoir des aides jusqu'à 8 000 € par an par apprenti. Et heureusement qu'il y a eu ça parce que l'apprentissage dans nos métiers comme dans les autres a vraiment chuté pendant la crise, évidemment. Ensuite, on recherche, vous voyez, très peu de profils qui ont moins de 2 ans d'expérience. Donc ça, c'est un peu, voilà, il faut se faire de l'expérience, il faut s'investir peut-être en dehors de ses études, dans des réseaux associatifs, avoir des activités parallèles, monter peut-être un projet entrepreneurial comme c'est le cas de beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et ensuite, on passe sur des profils entre guillemets plus seniors qui vont de 5 à plus de 10 ans d'expérience. Voilà, donc le niveau d'expérience, une première solide expérience demandée. On recherche aussi, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, on recherche aussi focus sur les stages et l'apprentissage, on en parlait justement. Alors, vous voyez, on a un tiers des annonceurs, des entreprises ou des collectivités en tout cas des communicants hein, ou marketeurs dans ces entreprises qui nous ont dit oui, un tiers c'est quand même pas mal, hein, qui disent je prends des gens en stage tous les ans dans mon service, d'accord, un tiers. Chez les prestataires, c'est la moitié des prestataires. En agence, évidemment, on prend beaucoup de stagiaires. C'est formateur, mais c'est intéressant, et en même temps, ça permet de faire du renfort d'équipe. Hein, c'est pas de l'emploi dissimulé du tout, c'est des vraies belles missions hein, quand c'est bien, voilà, quand c'est bien mené. C'est des vraies belles missions avec du management. Mais on a quand même la moitié des prestataires, des agences qui nous disent, voilà, on fait appel à des stagiaires. Et vous voyez que c'est encore plus important pour l'apprentissage. Je vous le disais juste avant, l'apprentissage est plus utilisé que les stages parce que ça apporte plus de valeur ajoutée dans une équipe d'avoir quelqu'un sur du long terme. D'accord. Moi, si je suis responsable com ou DIRCOM ou responsable marketing, si mon entreprise me donne les moyens de prendre quelqu'un en apprentissage, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir bâtir des projets sur du long terme, que je vais pouvoir accompagner pour développer ses compétences, avec aussi, pourquoi pas, l'idée à l'issue de recruter cette personne. Un vivier de pré-recrutement, ça. Exactement. C'est souvent utilisé comme ça. Moi, quand j'étais dirigeant, enfin quand j'étais responsable communication en entreprise, j'ai pris beaucoup d'alternants qui se sont transformés en salariés dans mon équipe. Hein, donc voilà, c'est vraiment 53% hein, des agences prennent des apprentis. On va avancer il nous reste que une dizaine de minutes pour passer. Alors, les compétences digitales, je vais passer dessus rapidement. Évidemment, les compétences aujourd'hui recherchées en communication marketing digital sont les plus importantes. Voilà, que ce soit chez les prestataires ou
chez les annonceurs. Les compétences reines aujourd'hui, et j'ai envie de dire c'est quelque part un peu normal, c'est même pas normal finalement de faire un focus là-dessus parce que le digital, on a tendance à le mettre à côté du reste, mais en fait c'est devenu la base. C'est devenu la base, donc on l'appelle comme ça le nouveau normal, alors qu'il y a encore 5-10 ans, tout à l'heure je vous parlais de la distinction entre le print et le digital, mais aujourd'hui le digital c'est devenu quelque part la colonne vertébrale de la communication et du marketing, d'accord? Voilà, on va beaucoup rechercher de compétences comme ça en communication marketing digital, et ensuite des personnes qui, plutôt des compétences générales, on va moins chercher qu'avant, par exemple des chargés de communication, moutons à 5 pattes qui vont un peu tout faire. On va de plus en plus recruter aujourd'hui des spécialistes. Le panel de techniques de communication évolue tellement qu'aujourd'hui on a besoin d'experts. Vous me parliez tout à l'heure de la vidéo. La vidéo, c'est devenu tellement stratégique que de plus en plus d'entreprises recrutent des gens pour faire que ça. Ils sont des experts de la vidéo pour alimenter les réseaux sociaux. Le community management a vécu la même histoire. Il y a 5 ans, le community management était sous-traité aux 2 tiers. C'est-à-dire qu'on passait par une entreprise ou un prestataire. Aujourd'hui, c'est 80% quasiment des entreprises qui intègrent, 91% même des entreprises ou des annonceurs qui ont leur propre community manager. Donc les fonctions stratégiques comme le community management, etc., sont devenues tellement clés qu'on les recrute. Voilà, on recherche ces profils-là. Voilà, les compétences en événementiel aussi sont recherchées, un peu moins ciblées, mais bon, ça reste des métiers plutôt de niche, marketing client. Voilà, et c'est davantage, je le disais, internalisé ça par les annonceurs. Qu'est-ce qui se passe du côté des agences? Les agences, elles recrutent évidemment d'abord, ce sont des structures commerciales, elles ont besoin de trouver des clients pour travailler, hein, faire des prestations. Évidemment, on a une partie importante de leur recrutement qui est consacrée au développement commercial, qu'on va appeler des directeurs clientèle ou des directeurs commerciaux ou développement, dont le but sera d'aller chercher des nouveaux clients et ensuite pour leur apporter des prestations. Les compétences très recherchées, très recherchées, parce qu'on parlait de communication visuelle tout à l'heure, dans les agences, c'est des postes de créatif, de design et de développement web. Vraiment très recherchés. Un peu moins en community management qu'il y a quelques années, vous voyez, seulement 18%. Et les relations presse et influenceurs se maintiennent à un niveau plutôt sympa. Ça, c'est grâce à la stratégie d'influence. Hein. C'est le nouvel arrivé depuis 4-5 ans maintenant, le marketing d'influence, qui est venu apporter un second souffle aux relations presse, qui aussi sont beaucoup internalisées par les entreprises aujourd'hui. C'est une vraie tendance de fond. Oui, c'est une vraie tendance de fond qui doit encore se professionnaliser. Il y a encore beaucoup de bullshit. J'utilise le terme volontairement. On a tendance à considérer un influenceur avec X millions d'abonnés comme la poule aux œufs d'or. Ça va coûter très cher, etc. Mais en fait, c'est une vraie stratégie. C'est comme tout. Il faut que ce soit en phase avec la valeur de l'entreprise. Il ne faut pas qu'on ait affaire à un influenceur qui va à un moment donné riper, qui va dégrader l'image de sa boîte. On ne peut pas associer son image à n'importe qui. D'accord? Et aussi, il faut savoir mesurer les impacts de tout ça. C'est-à-dire qu'on investit hein, dans une personne qui va associer son image à votre marque. C'est un pari, c'est une épée c'est une épée à double tranchant, c'est une lame à double tranchant aussi. Il faut qu'avant de faire appel à une stratégie d'influence ou un influenceur ou une influenceuse, il faut qu'on vérifie que cette personne, elle est bien cohérente avec notre positionnement, les valeurs qu'on veut véhiculer, la marque, etc. Et qu'à un moment donné, le moindre petit caillou là-dedans va prendre une ampleur immense. Le risque avec des influenceurs, c'est que la moindre faille, ce sont des influenceurs, donc ils sont très suivis, ça prend des ampleurs dingues et ça peut se transformer en bad buzz pour une marque partenaire. Ça peut se transformer en bad buzz. Voilà, donc les agences, hein, je le disais, répondent d'abord à des besoins commerciaux et ensuite, évidemment, tout ce qu'on voit, design, développement web, je n'ai pas assez parlé, mais c'est les compétences en termes d'éditorial. Aujourd'hui, comment on va passer les messages, quels messages on va écrire, quelle forme ils vont prendre, etc. C'est la stratégie éditoriale, c'est vraiment stratégique. Alors, les recrutements sont en baisse par rapport à ce qu'avaient annoncé les annonceurs et les agences en 2018. Hein. On est passé de plus de 30% chez les annonceurs à seulement 22%. Donc, on sent un ralentissement sous l'effet certainement en partie de la crise, mais pas seulement, des projets de recrutement chez les annonceurs. Et chez les prestataires, ça s'est un peu maintenu, ça a un peu diminué quand même, mais on continue de recruter. Mais bon, ceci étant dit, il n'y a pas beaucoup de secteurs hein, non plus où on a un tiers des acteurs qui nous disent « oui, j'ai prévu de recruter cette année ».
Donc voilà, passez par l'apprentissage, faites bien vos recherches. Si vous êtes bon, si vous avez du talent, et si vous êtes voilà, quelqu'un de sérieux, vous serez recherché. Vous aurez peut-être le choix de dans laquelle entreprise vous allez pouvoir faire votre stage ou vos missions. Je vais passer rapidement là-dessus, on l'a vu tout à l'heure. Et on va aborder une dernière partie maintenant. On a voulu Après les perspectives d'emploi, la question des compétences. faire un focus. Compliqué, le marché de l'emploi en communication et marketing dans les Hauts-de-France, il semblerait. En 2018, c'était l'intelligence artificielle et on a voulu faire un focus cette année sur l'évolution des besoins en compétences et en formation dans nos métiers. Ça bouge tellement qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on mesure ce qui se passe. Ça nous permet aussi d'être là aujourd'hui et de partager avec les étudiants qui nous écoutent ou les futurs étudiants qui nous écoutent quelles sont les compétences qui vont être importantes demain dans nos métiers. Alors, on voit que dans nos métiers, on peut passer, hein, c'est compliqué de trouver, de changer d'emploi. Quand on fait de la com et du marketing, on évolue peu. Il n'y a pas beaucoup de postes en com marketing dans la même entreprise et c'est compliqué de passer d'une direction à l'autre. La plupart des personnes qui nous ont, malgré tout, donc on a besoin de travailler sa mobilité professionnelle, de développer ses compétences, mais vous voyez, on a seulement un tiers des annonceurs, enfin des répondants qui nous ont dit oui, j'ai suivi une formation ces dernières années. Se former, ça reste quand même le meilleur moyen de développer ses compétences pour changer de métier ou évoluer dans sa fonction. Mais seulement un tiers qui s'était formé. On peut continuer sur cette animation. Donc seulement un communicant ou marketeur sur 3, je le disais, a suivi une formation cette année avec une proportion un peu plus élevée chez les annonceurs. Donc plus de budget formation, en tout cas pour les grosses entreprises. On a ensuite scindé, allez, on va faire un focus là-dessus. On a distingué des compétences techniques. Compétences techniques, c'est des compétences cœur de métier. Je veux me former au community management, je veux me former au graphisme, je veux me former à l'analyse de données clientèle, je veux me former, etc. Donc ça, c'est vraiment des compétences métiers. Les compétences générales, c'est quoi? Ce sont les compétences dont on va avoir besoin de quelqu'un qui va gérer son entreprise. On a de plus en plus de freelance. On a aussi beaucoup de clients qui lancent déjà un projet entrepreneurial pendant leurs études. Donc, des compétences, on les verra après, générales, plutôt de gestion. On les a aussi mesurées. Donc, vous voyez aujourd'hui, et on a aussi sondé sur les compétences comportementales. Compétences comportementales, ce sont les savoir-être. Quelles sont les compétences humaines, mes aptitudes humaines que je vais avoir, mes savoir-être pour bien faire mon métier. On voit qu'aujourd'hui, la majorité des personnes se forment à des compétences techniques, hein, c'est la barre de gauche, hein, voilà, les compétences techniques, et que bon, demain c'est quand même 56%. Quelles sont les principales compétences techniques aujourd'hui recherchées? Et tout ce qui est technique d'acquisition. Acquisition, c'est attirer des clients et les retenir, et puis voilà, faire être visible et attirer de l'audience. Donc tout ce qui est référencement naturel, la publicité sur les réseaux sociaux, etc. La rédaction, c'est un métier hyper important. Alors derrière rédaction, il faut entendre éditorial. C'est très difficile de trouver des très bonnes plumes. Plein de gens se disent champion de l'éditorial, etc. Mais c'est très difficile. Encore une fois, c'est la créativité, elle passe aussi par les mots. Elle passe par l'idée, elle passe par le concept. Les compétences, on va passer à la suite pour aller très vite. Alors, sur les compétences générales, on a le management de projet, le management d'équipe, d'accord, et le reporting qui sont arrivés en première position. Demain, il sera important d'être un manager. La plupart des écoles aujourd'hui forment aussi au management, hein, management de la communication, management du marketing notamment. Et donc, ces compétences humaines sont très recherchées demain. Et enfin, la grande surprise pour nous cette année, ça a été, vous voyez, le graphique de gauche. On a interrogé tout le monde sur en 2020, les gens nous disent oui, je me forme ou je pense que je me suis formé à des compétences plutôt comportementales, c'est les savoir-être, on va en citer certaines. Et ils ont quand même été une majorité à nous dire mais demain, ça c'est la barre de droite, l'histogramme de droite, ils nous ont dit oui, mais demain, on est deux acteurs sur 3 à dire les compétences les plus importantes dans nos métiers, ça sera des compétences comportementales. L'esprit d'équipe, la gestion de projet, le savoir-être. La créativité, évidemment, c'est une compétence comportementale aussi. Hein, voilà. L'écoute et l'empathie. L'écoute client, communiquer, c'est d'abord écouter. La flexibilité, l'adaptabilité. Voilà, rapidement, un focus sur cette enquête. Alors, Arnaud Delannoy, si on devait résumer peut-être ou retenir 2 ou 3 éléments de cette enquête. Alors, je vais rester sur le focus sur les compétences de cette année. Ce qui est important de savoir, c'est que nos métiers ne sont pas juste de diffuser des messages, on n'est plus que des pros de la com et du marketing. Grâce aux compétences comportementales qu'on a,
gestion de projet. On a une vision globale de l'entreprise en général dans nos métiers. On est habitué aux techniques, on est assez curieux. On va aller chercher des nouvelles techniques et on a vu la mise en place du télétravail pour les écoles, pour les entreprises, des nouveaux modes d'organisation qui se mettent en place. On est venu chercher qui? On est venu chercher des gens, des DSI, des gens qui ont la maîtrise technique des outils informatiques, etc. Mais on est aussi venu chercher les professionnels de la com et du marketing pour trouver de nouveaux moyens de créer du lien avec les collaborateurs en interne, avec les clients en externe, pour mettre en place des organisations de travail nouvelles. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que nos métiers com et marketing sont des métiers de plus en plus transformateurs des organisations. On va avoir de plus en plus aussi un rôle à jouer, qui est super intéressant, c'est super important, pour accompagner la transformation des modèles des entreprises, la mobilité, le management à distance, la communication en ligne, etc. Et tout ça, ça nécessite des compétences de gestion de projet, de savoir-être, de leadership aussi, etc. Merci Arnaud Delannoy, effectivement, vous l'avez dit, savoir-être, compétences techniques. Vous pouvez retrouver cette enquête complète sur le site internet. Alors, vous avez à l'écran les sites qui apparaissent. Merci infiniment. Alors, j'espère que ça aura suscité quelques vocations, peut-être un peu de défrichage et aller un peu plus loin sur cette réflexion autour des métiers de la communication et du marketing. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation, Arnaud. Et puis, à très bientôt. À bientôt.